Bien, chers amis, on va rajouter des chaises pour ceux qui n'ont pas pu s'installer et rester ici. Merci à notre président Éric Ciotti. On accueille sans tarder Renaud Girard. Vous le connaissez, vous le lisez. Il est grand reporter au Figaro, chroniqueur international, expert des questions de diplomatie et de géopolitique. Il est aussi énarque normalien. C'est une voix reconnue dans les analyses font autorité dans ce domaine. Je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir très chaleureusement. Merci à Renaud Girard d'être parmi nous. Je mets mon chronomètre parce que j'ai droit à 1 heure et pas 1 minute de plus. Alors, le président Ciotti a donné à votre parti la noble ambition de relever effectivement la France de son déclin. C'est très intéressant parce que vient de sortir le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, dont je suis membre du comité de rédaction, est titré « Inéluctable déclin quand la France se réveillera », avec des articles de Yves de Gaulle, le petit-fils du général, Christine Claire, Jacques de Saint-Victor, Yves Perrier, Robert Kopp et votre serviteur. Justement, on m'a demandé d'écrire sur la politique étrangère de la France. Donc, vous retrouverez un peu dans ce numéro de la Revue des Deux Mondes qui est sorti aujourd'hui, un peu ce que je vais vous dire dans l'heure qui vient. Je vais commencer par une anecdote. En 1956, il y a un général américain qui s'appelle Norstadt qui prend le plus gros job militaire américain, c'est-à-dire commandant de l'Europe. Sa sœur, ça s'appelle. Strategic Commander of Europe. Et il s'appelle Norstadt. Et c'est un type assez intelligent. Alors, il va quand même faire une visite de courtoisie au général de Gaulle, qui est à Colombey, 56, qui ne présente aucun pouvoir, qui est interdit de radio depuis 1947 et qui est en train d'écrire ses mémoires. Le général est assez flatté par la visite du général américain le plus important, qui a succédé à Eisenhower à ce poste. Bon, voilà, le temps passe. Donc lui, il est installé à Dauphine, là, parce que l'OTAN la capitale était à Paris. Et puis, en 1900, le général revient au pouvoir, etc. Il règle différentes affaires, le plan Armand-Rueff, il commence à régler l'Algérie, etc. Et puis, il passe de Matignon à l'Élysée. Et là, donc il est chef des armées, le général de Gaulle, et donc là, de manière assez normale, le patron de l'OTAN demande une audience au président de la République française, qui lui est tout de suite accordée. Et il arrive avec 5-6 membres de sa délégation, et de Gaulle lui-même le reçoit avec 5-6 membres de son cabinet. Et les premières minutes se passent vraiment très bien, quoi. Mon cher général, comment va Madame de Gaulle, etc. Et puis on se met au travail, mais l'ambiance est vraiment très bonne, quoi. Et là, le général de Gaulle dit, bon, voilà, mon cher général, j'ai une question à vous poser. C'est combien de missiles nucléaires vous avez sur le sol français et où se trouvent-ils, ces missiles? Et là, le général américain, qui a oublié d'être bête, lui dit, attendez, monsieur le président, je ne peux pas vous répondre à cette question devant tout ce monde. Voilà. Tout le monde sort. Il se retrouve en tête-à-tête. Alors moi, j'ai su ça parce que le général l'a raconté dans un article de l'Herald Tribune, le général Norstadt, paru il y a 20 ans. Et là, Norstadt, très embêté, dit, monsieur le président, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Et de Gaulle lui répond, vous savez que je vous aime bien, mon cher général, mais c'est la dernière fois qu'on répond comme ça au président de la République française. Et donc, la chose la plus importante dans la politique étrangère française, l'idée la plus importante, c'est l'idée, évidemment, de l'indépendance. Je vais la traiter. Il y a aussi une idée très gaulienne, on est dans un parti gaulliste ici, c'est que la France doit rayonner, j'en parlerai, par son exemple intérieur.
pas en étant une puissance donneuse de leçons. De Gaulle est allé plusieurs fois aux États-Unis. Alors, il s'est exprimé sur des sujets extérieurs par rapport à l'Amérique. Il pensait, les faits lui ont donné raison, que l'expédition au Vietnam était une erreur, mais il ne s'est jamais permis, lorsqu'il est allé de critiquer l'organisation interne, n'est-ce pas, des États-Unis. Par exemple, à l'époque des premiers voyages de Gaulle, un noir n'avait pas le droit d'aller au café à Washington, dans les cafés réservés aux blancs. Ça a changé après avec Johnson en 1964, mais voilà. Mais De Gaulle ne s'est pas permis, il ne donnait pas de leçons. Si vous voulez. Voilà. La France doit rayonner par son exemple, mais je ne pense pas qu'elle doive être une puissance donneuse de leçons. Ça, je reviendrai. Une puissance d'équilibre. Et enfin, on verra ce que veut dire puissance d'équilibre et quelle stratégie la France peut prendre dans cette puissance d'équilibre. Alors l'indépendance, le point le plus important. Et bien justement, le général de Gaulle en fait rétablit l'indépendance de la politique étrangère de la France, qui en fait, si vous regardez bien l'histoire, n'est plus indépendante depuis Waterloo. De Waterloo, en passant par Suez, si vous voulez, jusqu'au retour du général, en fait, la France suit toujours l'Angleterre. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est la guerre de Crimée. Nous suivons l'Angleterre. Nous avons des dizaines de milliers de Français qui sont tués là-bas. C'est absolument pas les intérêts français d'aller combattre aux côtés de la Turquie contre la Russie à Sébastopol sous donc Napoléon III. Deuxième exemple très connu. Les Français sont évidemment outrés, le gouvernement Sarraut, par le fait que les Allemands ne respectent pas le traité de Versailles et remilitarisent la Rhénanie en mars 1936. Mais au lieu d'aller immédiatement envoyer les troupes chasser les Allemands qui avaient pénétré à Mayence, eh bien, qu'est-ce que fait l'état-major français? Il va en Angleterre, il va voir le patron, en fait. Voilà. Et le patron lui dit « Ah non, vous y allez sans nous, nous on n'y va pas. » Et d'ailleurs, les Américains ne veulent pas y aller non plus. Ils disent qu'ils... Voilà. Et Hitler est au pouvoir depuis plus de 3 ans, si vous voulez. Eh bien, nous avons renoncé, et c'est une grave faute, à intervenir contre Hitler à ce moment-là, alors qu'il était faible, et on a su les conséquences que ça a pu avoir. Là, De Gaulle rétablit une politique indépendante, et vis-à-vis de l'Angleterre, par exemple, assez vite. Pourquoi est-ce qu'en janvier 1963, il fait sa fameuse conférence de presse où il refuse, bien sûr l'histoire lui a donné raison, il dit que ce n'est pas l'intérêt de l'Angleterre d'entrer dans le marché commun. Pourquoi est-ce qu'il refuse? Il est pragmatique, De Gaulle, mais parce qu'il était plutôt pour. Enfin, l'Angleterre avait refusé en 1957 d'entrer, mais là, elle a changé d'avis. Bon, pourquoi pas? Mais c'est parce que le mois précédent, en décembre 1962, les Anglais avaient choisi de faire un partenariat stratégique avec les Américains. Ils avaient préféré le grand large, très clairement. Ça s'appelle les accords de Nassau. Bon, voilà, donc De Gaulle dit, bon, voilà, vous n'avez pas vocation, vous préférez le grand large, et les faits ont montré qu'il avait raison. Et donc, il a toujours poursuivi une politique d'indépendance. Et l'indépendance, dans l'indépendance, vous pouvez évidemment avoir des alliés. Mais il ne faut pas être aligné. C'est-à-dire que lorsque un allié est menacé ou attaqué, ou qu'il y a alors par exemple la crise de Berlin, les 2 crises de Berlin de 59-61, De Gaulle est le premier à être le plus dur d'ailleurs. Cuba, 62, le premier à soutenir les Américains, parce qu'ils étaient menacés par les missiles nucléaires russes installés à Cuba, mais sur d'autres motifs, par exemple sur l'OTAN. Il trouvait évidemment insupportable que les Américains puissent faire ce qu'ils voulaient de leurs missiles nucléaires sur le territoire français sans le dire aux Français. Donc ça, c'est voilà. Et donc, il trouvait ça insupportable que des
officiers français soient commandés par des généraux américains. C'est pour ça que on ne s'est pas retiré de l'Alliance Atlantique. On s'est retiré évidemment de l'organisation intégrée de l'OTAN. On y est revenu. Est-ce que ça nous a servi à quelque chose? Je ne sais pas. Il y a eu des expéditions de l'OTAN au Kosovo. On ne peut pas dire que c'est une formidable réussite. En Afghanistan, ce n'est pas vraiment non plus une réussite. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un effort commun pour défendre l'Ukraine. Mais enfin, la France, si elle n'était pas membre de l'organisation intégrée, pourrait tout à fait aider l'Ukraine également. De toute façon, maintenant, nous y sommes revenus dans l'organisation intégrée. On ne doit pas faire des va-et-vient. Et voilà, il faut honorer sa signature et ne pas changer de stratégie sans arrêt. Alors, sur l'exemple intérieur, je pense qu'il est absolument fondamental, si on veut avoir une grande politique étrangère, d'être exemplaire chez soi. Si vous avez je vais vous montrer, lorsque Emmanuel Macron est élu, il est jeune, dynamique, il fait des choses qui impressionnent dans le monde entier. Il reçoit, à peine élu, il reçoit Poutine à Versailles. Donc il réinitie un dialogue avec la Russie. La France a toujours eu des relations avec la Russie. D'ailleurs, il inaugure l'exposition sur le 300e anniversaire des relations diplomatiques de la France avec la Russie. Ensuite, grande initiative qui réussit, il arrive à recevoir le président américain Trump sur les Champs-Élysées. Ensuite, il fait un grand discours, vous vous souvenez, à l'ONU, je crois que c'était le 19 septembre 2017, où il propose un pacte mondial pour l'environnement et qui est très écouté. Et ensuite, une semaine plus tard, il fait son discours de la Sorbonne. Et là, toute l'Europe envie la France. Voilà, un président énergique, le discours de la Sorbonne, il propose une vraie souveraineté européenne. Tout le monde l'écoute. Il n'y a pas vraiment de compétition ailleurs en Europe. Il y a Theresa May en Angleterre. Il y a, je crois, Merkel vieillissante en Allemagne. En Italie, il y a une alliance improbable entre un parti de comiques et un parti régionaliste. Enfin bref, il est vraiment à son apogée et il peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il se permet, il a raison d'ailleurs, d'inviter tout le monde entier, toutes les puissances qui viennent à Paris, vous vous souvenez peut-être, le 11 novembre 2018, sur les Champs-Élysées pour célébrer le 100e anniversaire de la victoire de 1918. Et là, vous avez Trump, Poutine, voilà, tout le monde est là, autour de Macron, et la France rayonne. C'est vraiment un grand succès télévisé mondial. Et puis, 15 jours après, patatras. Les gens qui regardent leur télé, ils voient ces mêmes Champs-Élysées, et ces Champs-Élysées, cet arc de triomphe est en train de brûler. Il y a le phénomène des gilets jaunes. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en France? Et là, ils commencent un peu à regarder les gens qui croyaient que tout allait bien, que c'était formidable, Macron, etc. Et ils commencent à voir, analyser un peu les chiffres. Ils regardent, mais il y a un déficit commercial très important en France. Mais il y a de la désindustrialisation. Mais il y a une dette incroyablement importante par rapport aux autres puissances du Nord européen. Mais il y a un déclin de la sécurité. Mais il y a aussi un déclin dans les classements internationaux sur la réussite scolaire et sur l'éducation. Et là, si vous voulez,
à partir de ce moment-là, si vous voulez, à partir de ce moment-là, évidemment, l'image de la France, avec le grossissement, bien sûr, des images télévisées qui sont développées, avec les grèves sur les retraites, les manifestations, et puis les émeutes là, de juin-juillet, les gens se disent, ben voilà, la France est un pays qui est rétif au travail, qui est mal géré et qui n'a pas de cohésion sociale. C'est ça l'image, il faut le dire. C'est ça l'image que nous projetons aujourd'hui. Et donc ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas avoir de bonne politique extérieure si vous n'êtes pas exemplaire chez vous. C'est ça le premier pilier. Alors, une fois que... Et alors, par exemple, Macron, ensuite, a fait une politique de... Il a donné des leçons, vous savez, il a donné des leçons à l'Italie, sur l'immigration, à la Hongrie, à la Pologne. Toutes ces leçons n'ont pas été reçues. De toute façon, il n'y a aucun moyen, la France n'a aucun levier contre ces pays. Personne n'est capable de chasser la Pologne ou la Hongrie de l'Europe, ils y sont. Et au contraire, son autorité a été diminuée parce qu'en fait, les gens ne supportent pas les leçons qu'on veut leur donner. Et aujourd'hui, la voix de la France, la voix de notre président, est beaucoup moins entendue en Europe, si vous voulez, qu'elle l'était en 2017 ou 2018. Alors, une fois qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas faire de grandes politiques étrangères sans rétablir l'ordre à la maison, ce qu'avait fait De Gaulle, d'ailleurs, c'est ce que s'appelle le plan Armand-Rueff, où avant de lancer sa grande politique, on peut dire qu'il commence peut-être avec ce discours de janvier 63 sur la Grande-Bretagne, ou même avant le grand voyage en 64 d'un mois en Amérique latine. Mais avant, il consacre son effort à remettre le pays sur ses pieds. Donc il règle tous les problèmes financiers, les problèmes de colonisation, et les problèmes industriels. Et lorsque De Gaulle commence à voyager à travers le monde, et le premier grand voyage, c'est celui de l'Amérique latine en 64, eh bien, la France, à l'intérieur, marche extrêmement bien. Et c'est sûr que, par exemple, nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre par les Allemands. Nous, on considère qu'il y a un couple franco-allemand. Les Allemands ne considèrent pas du tout qu'il y a un couple. Il y a un voisinage pour eux, oui, un voisinage sympathique, un voisinage de coopération, bien sûr, entre la France et l'Allemagne, mais les Allemands ne considèrent pas du tout qu'il doit y avoir un couple stratégique. Eux, ils ont une politique multilatérale. Ce sont les Français. Et moi, j'ai presque été un peu humilié de voir que 3 présidents de la République française, de suite, à peine entrés en fonction, une heure après, la seule chose qu'ils faisaient, c'est hop, ils sautaient pour aller baiser la babouche allemande. Je suis pour les très bonnes relations entre la France et l'Allemagne et des voyages nombreux, mais pas une heure après avoir été inauguré comme nouveau président de la République française. C'est un acte de suggestion que j'ai trouvé tout à fait superflu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Allemands ont leur propre politique en termes de sécurité. Vous avez vu que le président Scholz, dans son discours le chancelier Scholz, dans son discours de Prague, n'avait même pas mentionné la France dans son grand discours sur la sécurité en Europe. Et lorsqu'il a lancé aussi cette grande idée du bouclier antimissile européen, alors que la France avait commencé justement un tel bouclier avec les Italiens, une coopération, il n'a même pas mentionné cela. Il n'a même pas d'ailleurs passé un coup de fil pour dire qu'il allait proposer ça aux Français. C'est vraiment une initiative proprement allemande, sans avoir du tout cherché
à y associer, la France. Alors pourquoi est-ce que les Allemands sont un petit peu méfiants? Pourquoi ils sont... Eh bien parce que en fait, les Français ont inventé ce concept de maximum de la dette à 60% et du déficit. En fait, c'est pas les Allemands qui sont venus nous imposer le mark, c'est-à-dire l'euro, avec des panzers sur les Champs-Élysées. C'est nous qui, il faut dire les choses comme elles sont, c'est nous qui les avons suppliés de nous associer à la zone mark, qui est devenue la zone euro, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Et les Allemands, au début, nous ont dit, mais attendez, nous, vous savez, on n'est pas comme vous, nous, on n'aime pas les déficits, on n'aime pas la dette, et donc, on a l'impression que vous n'êtes pas pareil. Alors, on leur dit, si, mais on va mettre comme un petit peu de dette, parce qu'il faut bien des investissements productifs. C'est un argument qui a marché avec les Allemands, parce qu'à l'époque, ils avaient fait la réunification et ils reconstruisaient complètement Berlin, et donc ils avaient des investissements importants qui pouvaient être financés par de la dette. Donc ils ont dit OK. Mais selon vous, messieurs les Français, ils ont dit, quel est le maximum, mais à jamais dépassé, si vous voulez, le plafond? Parce que pour un Allemand, il ne faut pas de déficit du tout, si vous voulez, c'est tout. Voilà. Alors, quel est le maximum? Il dit 3%. Mais 3%, mais à jamais dépassé. Voilà. Et pour la dette, 60%. Nous en sommes, je crois, aujourd'hui à 115%. Donc en fait, les Français, c'est nous qui avons mis ce critère de 60% dans le traité de Maastricht. Donc les Français, si vous voulez, ne sont pas capables de respecter les propres chiffres, les propres plafonds qu'ils ont eux-mêmes mis dans un traité international. Ça, c'est quelque chose que les Allemands ne peuvent pas comprendre. Quand nous avons sur le Covid fait la politique du quoi qu'il en coûte, mais pour un Allemand, c'est effrayant, quoi qu'il en coûte. C'est quoi comme politique économique d'un pays? Et aujourd'hui, nous avons, en termes de dette par rapport aux Allemands, nous avons, je pense, un différentiel de plus de 40 points. C'est quand même énorme. Je regarde, voilà, je ne veux pas parler trop loin. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, donc, là, donc, une fois que vous aurez rétabli ces équilibres, rétabli les finances, rétabli le commerce extérieur de la France, lorsque la sécurité aura été rétablie dans vos rues, lorsque le niveau scolaire français aura recommencé à croître, là, vous pourrez effectivement envisager une grande politique étrangère. Et quelle politique étrangère? Eh bien, la politique étrangère de la France, qui est une puissance moyenne, qui n'est pas une grande puissance, elle a de grands atouts. Comme une grande puissance, elle est membre permanent du Conseil de sécurité avec le droit de veto aux Nations Unies. Alors, il y a un autre pays qui est comme elle, c'est l'Angleterre. Mais ce n'est pas une grande puissance. Ce n'est pas une grande puissance comme, en tout cas, l'Amérique et la Chine, qui sont, elles aussi, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, je pense que c'est une politique, une puissance d'équilibre. Et une puissance d'équilibre, alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire d'abord, je pense, effectivement, continuer à proposer pour l'Europe une autonomie stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, nos décisions ne nous viennent pas de l'extérieur, elles sont prises par nous-mêmes. Alors, nous avons l'Union européenne, donc par l'Union européenne. Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter à ce qui nous vient des États-Unis.
il y avait depuis, parce que les États-Unis ont changé de politique. Les États-Unis ont, après la guerre, ont décidé de deux choses à Bretton Woods, et puis un peu après, ce qu'on appelle le GATT, d'avoir des taux fixes avec une monnaie de référence équivalent à l'or qui était le dollar. Ça, ils ont cassé ça de manière unilatérale le 15 août 1971. Et il y avait une autre grosse création qu'ils ont faite, importante, le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, qui en fait est un instrument pour dire il faut le libre-échange. Pour maintenir la paix, il faut de plus en plus de libre-échange. Et l'Union européenne a dit on adopte ça et nous avons les plus bateaux du monde pour l'entrée des produits chinois, américains, de toutes les nations dans l'Union européenne. Nous avons les droits de douane les plus bas du monde. Et puis, vous avez eu un changement, il y a à peu près 2 ans, total de la politique américaine, un peu comme celui que vous avez eu sur le dollar avec Nixon, vous savez, le 15 août 71. Les Européens s'étaient plaints d'ailleurs à l'époque de ce brutal changement de la politique monétaire des accords de Bretton Woods auprès des Américains. Et vous vous souvenez de la réponse de John Connolly, qui était le secrétaire au Trésor américain. Magnifique réponse. Il disait le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Voilà. Donc là, c'était clair. Voilà. Et donc là, sur les Américains, on fait l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est en fait une immense machine à subventionner les sociétés uniquement américaines. Donc en fait, à faire une énorme distorsion de marché mondial. Et on voit que l'Europe a beaucoup de mal à s'adapter à ça, à changer sa politique, à devenir beaucoup plus... de réduire le libre-échange au seul marché intérieur, si vous voulez. Mais nous avons un homme qui lutte pour cela à Bruxelles, qui est Thierry Breton, mais il n'est pas du tout sûr qu'il soit suivi par les autres commissaires qui sont un peu tétanisés, évidemment, par le discours américain pour des raisons géopolitiques évidentes, puisqu'ils ont été extrêmement effrayés, ils sont effrayés par l'agression russe contre l'Ukraine. Donc, puissance d'équilibre, ça voudra dire quoi? Ben, ça voudra dire aussi une puissance qui, une fois que cette guerre en Ukraine sera finie, espérons le plus tôt possible, sera soucieuse de ne pas jeter la Russie dans les bras de la Chine, parce que ce n'est pas notre intérêt, et qui sera soucieuse également, parce que nous condamnons ce qu'a fait Poutine, évidemment, mais nous ne sommes pas les ennemis de la Russie. Nous avons beaucoup de respect de la Russie. Nous nous souvenons d'ailleurs que la Russie nous a sauvés en septembre 14. Si ils n'avaient pas attaqué les Allemands en septembre 14, les Allemands n'auraient pas retiré des divisions de la Marne et nous aurions perdu la bataille de la Marne et les Allemands auraient pris Paris. Donc ça, nous nous souvenons de ça. Et nous ne sommes pas dans les pays de l'Est, les pays baltes, la Pologne, et dans certains milieux américains, je ne crois pas à la Maison-Blanche, mais dans certains milieux américains, il y a la volonté, ils espèrent que la guerre en Ukraine va être gagnée par les Ukrainiens, mais qu'ensuite, ils vont pouvoir casser la Russie en 4 ou 5 entités. Il y a des plans d'ailleurs qui circulent. La France n'est pas favorable à ça. La France n'est pas du tout favorable à un chaos en Russie. Et la France est en tout cas pas du tout favorable à jeter la Russie, qui est en fait un pays européen depuis toujours, depuis en tout cas Pierre le Grand, à jeter
la Russie dans les bras de la Chine. Puissance d'équilibre, ça veut dire aussi, sur l'Indo-Pacifique, alors nous avons des partenariats avec l'Inde. Évidemment, dans le Pacifique, nous n'avons pas énormément d'atouts. Il y a la Nouvelle-Calédonie, nous avons une marine française, mais il ne faut pas non plus exagérer son importance. Mais nous pouvons peut-être avoir une influence, en tout cas c'est ce qu'a essayé, je pense qu'il a eu raison le président Macron, de persuader la Chine de ne pas faire la même erreur que la Russie avec l'Ukraine et de ne pas résoudre la question taïwanaise par la force, par une tentative de franchissement du détroit de Formose, qui n'est pas si facile que ça à franchir, hein. Il y a quand même 170 km de mer à franchir, et pour envahir Taïwan. Il trouverait d'ailleurs sans doute un pays complètement saboté par ses habitants. Vous avez vu que le patron du grand fabricant de puces, qui est le plus grand fabricant de puces mondial, a dit s'il y a une attaque de la Chine contre Taïwan, les Chinois ne trouveront, mes usines seront entièrement rasées. J'aurais saboté l'intégralité de mes usines. Donc, c'est ça, une puissance d'équilibre, c'est une puissance ouverte. Alors, quelle stratégie la France pourrait avoir je vais essayer de ne pas parler trop longtemps pour peut-être autoriser une ou deux questions. Comme puissance d'équilibre. Où est-ce que nous pouvons, en tant que politique étrangère, trouver de la valeur ajoutée en tant que puissance moyenne? Bien, je pense que la première chose que nous pouvons faire, c'est continuer ce qu'a fait Chirac et Villepin, c'est-à-dire bannir les guerres préventives, continuer à combattre les théories néoconservatrices. Qu'est-ce que c'est que les théories néoconservatrices en politique étrangère? C'est ceux qui pensent que leur propre idée de la justice et de la démocratie est plus importante que l'idée de paix en général. Et donc, c'est l'idée messianique de George W. Bush, qui a fait plusieurs discours à cet égard, de dire qu'il est très important d'imposer par la force la démocratie en Irak, et qu'en imposant la démocratie par la force en Irak, le modèle démocratique allait se répandre comme par capillarité à tout le Moyen-Orient. Il n'y aurait plus que des pays démocratiques au Moyen-Orient, et donc fatalement, comme les pays démocratiques ne se font pas la guerre, nous a expliqué Emmanuel Kant, il y aurait la paix avec Israël. Je n'invente pas tout ça est dans un discours sur un porte-avions de George W. Bush. En fait, le résultat, c'est que oui, on a fait des élections libres en Irak, on a chassé, mais ces élections libres, en fait, ont accentué le sectarisme, c'est-à-dire que les Kurdes ont voté avec les Kurdes, les sunnites avec les sunnites, les chiites avec les chiites. Ça a complètement, en fait, divisé le pays. Et ensuite, nous avons une guerre civile terrible qui a commencé en 2007 en Irak. Et le chaos que les Américains ont mis en Irak n'est toujours aujourd'hui pas résolu. Alors, hélas, cette doctrine néoconservatrice, je peux le dire d'autant plus facilement ici que je l'ai dit dans une réunion sur la politique étrangère avec tous les militants du RPR il y a à peu près 6-7 ans, devant le président de l'époque qui était Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit ça devant, j'ai dit que son expédition de Libye, et je l'avais écrit déjà, donc il savait ce que je pensais, était la plus grave erreur de politique étrangère de toute la Ve République. J'ai dit ça devant lui,
devant une salle, c'était une très grande salle, c'était pas cette salle-ci, c'est une très grande salle, où il y avait peut-être, je sais pas, 400 personnes qui se sont tous levés pour m'applaudir devant Nicolas Sarkozy. Qui est un peu... Bon. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas... nous avons en fait détruit un régime, alors qui était tout à fait critiquable, évidemment, c'était ni la Suisse ni la Suède, mais qui avait des mérites de tenir un peu les tribus ensemble, et les tribus libyennes et même africaines. Et après ce changement de régime que nous avons fait, parce que ce sont des avions français qui ont tué, en fait, bombardé la colonne de Kadhafi, eh bien, il y a eu un chaos, non seulement en Libye, chaos qui n'est toujours pas résolu, hein, puisque vous aviez encore à Tripoli une sorte de petite guéguerre là, il y a 15 jours, entre deux milices différentes, puisqu'évidemment les armes de Kadhafi se sont répandues partout en Libye, mais partout dans le Sahel, qu'elles ont déstabilisé l'ensemble de la région, armé les groupes djihadistes, et on a dû faire une... Barkhane est en fait... Serval, ça sauve Bamako, mais ensuite Barkhane est une opération militaire pour sauver les dégâts produits par notre première opération militaire de 2011 contre Kadhafi. Et vous avez vu que ça ne marche pas bien et que ça n'a pas bien marché. Je pourrais revenir à ça. Donc, bannir les guerres préventives, surtout que, en fait, les Occidentaux n'ont pas les moyens. Ils ont essayé d'imposer la démocratie dans des pays musulmans. Alors, ça a été donc l'Irak, la Libye, la Syrie, il y a eu des tentatives, etc. L'Afghanistan. Eh bien, nous n'avons plus les moyens ni moraux, ni diplomatiques, et nous sommes en contradiction en fait avec nous-mêmes parce que nous avons décidé, en tout cas nous Français, librement en 1960, que ces zones-là, que l'Afrique, l'Asie, etc., ne devaient plus être gouvernées par l'homme occidental, par le blanc, par l'européen, et que ces pays devaient se diriger eux-mêmes. Et j'ai trouvé lunaire, je vous l'avoue, la déclaration du président Macron à Port Moresby, donc on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il fait un discours, il dit aux Nigériens, c'est pas bien ce que vous avez fait, revenez dans vos casernes, etc. Mais c'est quoi le président de la République française qui donne un ordre à des Nigériens depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée? On a l'impression que là, petit dérapage d'Emmanuel Macron qui ne sait plus dans quel monde il est. Moi, j'ai connu, quand j'étais gamin, j'avais 10 ans, un putsch dans une ancienne colonie française. Ça s'appelait l'Algérie. Il y a un général qui s'appelle Boumedienne qui a été viré, le président qui avait négocié les accords d'Évian qui s'appelait Ben Bella. Le général de Gaulle, la France, n'a pas fait le moindre commentaire, alors que c'était décolonisé depuis 3 ans. Le Niger s'est décolonisé depuis 62 ans. N'a pas fait le moindre commentaire sur ce coup d'État militaire en Algérie. Il n'a pas dit, mais il faut me ramener le type qui a négocié avec moi les accords d'Évian. Aucun commentaire. Donc, je pense que là, il faut bien voir que le néoconservatisme, c'est le retour de la pulsion coloniale par la fenêtre. Il faut bien voir que d'ailleurs la colonisation, qui a été une très belle œuvre, moi je suis assez admiratif de l'œuvre, en tout cas de la colonisation française, mais c'était une décision, comme vous savez, de la gauche. Hein, c'est la gauche française qui décide de la colonisation, c'est Jules Ferry, c'est la mission civilisatrice de la colonisation. Pourquoi c'est la gauche? Parce que la droite, elle ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut, la droite? Elle veut la revanche sur l'Allemagne. Mais la gauche prend le pouvoir en France à la fin du 19e siècle. Garde le pouvoir jusqu'en 1914. Et elle décide de la colonisation par une sorte de mission généreuse messianique.
Mais nous avons renoncé pour des tas de raisons en 1960. Ce n'est pas pour revenir. Alors, je ne dis pas là qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, car je pense qu'il est crucial d'aider l'Afrique qui va subir une explosion démographique à devenir un hub agricole, ce qu'elle n'est pas. Vous avez des pays comme la République démocratique du Congo, etc. Enfin, tous les pays, ou l'Algérie était par exemple à son indépendance exportatrice en produits alimentaires, elle importe aujourd'hui les 3/4 de sa nourriture. Et l'Afrique, notamment l'Afrique noire, pour être extrêmement riche, et donc cette coopération doit être, à mon avis, accrue. L'énergie, les infrastructures, l'énergie, l'électricité est très importante pour devenir une puissance agricole, puisque le froid, donc, produit par l'électricité, permet de conserver les aliments. Eh bien, il y a un potentiel extraordinaire sur le fleuve Congo, c'est ce qu'on appelle ça le barrage d'Inga, c'est donc un peu en aval de Kinshasa et de Brazzaville, hein, puisque les deux capitales se font face, un peu en aval. Et là, vous avez un potentiel pour donner de l'électricité à toute l'Afrique. Eh bien, on n'arrive pas à exploiter, à faire. Il y a déjà un petit barrage, mais on a 15% du potentiel, à faire un grand barrage qui donnerait et ça, je pense, c'est très important. Dans la dernière visite du président Macron en Afrique, vous m'avez d'ailleurs, j'étais invité, il est allé en Angola pour que la France devienne un conseiller, en quelque sorte, agricole de l'Angola, pour que l'Angola, qui est un très vaste pays, puisse se développer en matière agricole. Il est assez riche puisqu'il y a du pétrole, mais il faut penser à l'après-pétrole. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et donc, autant, et j'ai écrit dans le Figaro, j'estime que ce serait une folie pure d'intervenir militairement au Niger. On n'a pas à reconquérir le Niger. Intervenir militairement même en aidant la CEDEAO, ça veut dire que le soldat français revient. C'est la paix française qui vient. C'est la démocratie française qui arrive. La démocratie française, ça veut dire la paix française. La paix française, ça veut dire les soldats français. Ça veut dire la colonisation française. Ben non, on a renoncé librement à ça il y a 60 ans. Donc autant je suis complètement contre en fait, la militarisation de la politique africaine de la France, qu'on peut expliquer. Pourquoi est-ce qu'effectivement, on a l'impression que la France, elle présente les thèmes français, c'est vraiment que les militaires en Afrique. Parce que c'est vrai que pendant la guerre froide, les Occidentaux, c'était un peu réparti les tâches, et la France avait l'Afrique. Et c'était la puissance sécuritaire de référence en Afrique, avec la fameuse expédition très réussie de Colvézi en 1978. C'était même pas dans une ancienne colonie française, c'est une ancienne colonie belge, où la France avait rétabli l'ordre contre des bandes de mercenaires. Les gendarmes katangais, ça s'appelait. Mais ensuite, il y a eu la fin de la guerre froide, et donc il n'y avait plus de rôle. Et lorsque la France a essayé d'ailleurs de jouer un rôle sécuritaire à la demande d'ailleurs d'un gouvernement africain, c'est le gouvernement du Rwanda en septembre 90, même pas dans le précaré français puisque c'est une ancienne colonie belge, eh bien ça s'est très mal fini parce que nous n'avons pas pu gérer le problème énorme et ancien entre les Tutsis et les Hutus, et ça s'est fini par un génocide où la France n'a pas de responsabilité directe, bien sûr, puisqu'elle n'était pas là. Hein. Il y a eu des accords de paix d'Arusha à l'été 93 et les soldats français sont partis. Mais quand même, l'argent du contribuable français était quand même assez mal employé, puisqu'on a fait donc tout cet effort au Rwanda pour un truc qui finit par un génocide. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Donc, il faut faire très attention
nous ne sommes pas le Zorro, nous ne sommes pas le gendarme de l'Afrique, nous n'avons pas ni intérêt ni vocation à être le Zorro de l'Afrique. C'est sans doute regrettable que les Nigériens, qui aient eu un putsch militaire au Niger, mais ça ne nous regarde pas. Ce sont aux Nigériens de gérer les affaires du Niger. Ce sont aux Africains à gérer les affaires des Africains. Ce n'est pas à nous de décider qui doit gouverner tel ou tel pays d'Afrique et quel modèle de gouvernement doit adopter tel modèle. De même que ce n'est pas à nous de décider quelles sociétés doivent adopter ces pays indépendants dans les années, donc à partir des années 60. Alors, la stratégie, donc, là où on peut avoir une valeur ajoutée comme puissance d'équilibre, je pense aussi, la Russie j'en ai parlé, la Chine j'en ai parlé, je pense aussi avec nos relations avec les pays musulmans. Et nous avons de très bonnes relations, nous Français, avec les pays du Golfe Persique, du Golfe arabo-persique. Et vous avez dans ces pays, notamment je pense aux Émirats, mais d'autres aussi, des pays qui font un effort très important pour séparer le politique du religieux. Eh bien, je pense que nous devons les aider. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec les Émiratis. Nous avons un partenariat de défense avec les Émiratis. Ça veut dire quoi, les accords de défense? Ça veut dire que si l'Iran théocratique demain attaque les Émirats, la France est en guerre avec l'Iran. Et il y a d'ailleurs 3 bases navales, une base navale, une base aérienne et une base terrestre française en permanence aux Émirats arabes unis. Donc je pense que notre politique à l'égard de ces pays-là est de les encourager. Je pense qu'il y a un mouvement très sain qui se passe, qui sont les accords d'Abraham, qui ont été négociés par Trump et Jared Kushner, et qui continuent. Alors, il y a des très bonnes relations entre, donc c'est les accords entre des pays arabes supplémentaires par rapport à l'Égypte et à la Jordanie avec Israël. Donc nous avons eu les Émirats, justement, le Bahreïn, le Maroc, c'est très important, le Soudan, et sans doute bientôt, lorsque il y a encore la question, on bute encore sur la question palestinienne, mais il y aura sans doute encore bientôt l'Arabie saoudite qui se joindra aux accords d'Abraham. Mais déjà, l'Arabie saoudite autorise justement les avions d'El Al. Il y a peut-être, je sais pas, 5-6 avions par jour entre Dubaï et Israël. Et ces avions ont le droit de survoler le territoire saoudien. Quant à la coopération des services de sécurité, ça fait des années qu'en Jordanie, vous avez des réunions où il y a donc les Jordaniens évidemment, les Américains, les Saoudiens, les Émiriens et les Israéliens ensemble, et ils évoquent ensemble une coordination en fait sécuritaire contre les terroristes depuis bien longtemps, y compris avec les Saoudiens. Alors je pense que nous devons, c'est un effort très important. C'est une tendance en fait de ces pays qui sont des pays très, très musulmans. Les dirigeants de ces pays sont tout à fait pieux, mais ils se démarquent totalement des frères musulmans. Ces frères musulmans, vous vous souvenez, qui avaient pris le pouvoir, qui avaient été élus en Égypte en 2012 et qui avaient nommé comme gouverneur de Luxor un ancien terroriste qui est responsable de... Bon. Aujourd'hui, effectivement, la France doit bien sûr combattre chez elle et à l'extérieur l'idéologie des frères musulmans et se réjouir et aider ces pays qui professent la tolérance religieuse. Et d'ailleurs, si vous allez
à Dubaï, ben, vous pouvez, si vous êtes bouddhiste, il y a des temples bouddhistes. Si vous voulez aller à la messe, vous pouvez aller à la messe. Et même, on est en train de faire une synagogue. Et donc, nous, notre politique extérieure, notre politique étrangère, nous sommes appréciés là-bas. Les Émiratis ont beaucoup apprécié que lorsqu'ils ont été attaqués par des Houthis, des missiles des Houthis sur l'aéroport d'Abu Dhabi. Les Houthis, ce sont des Yéménites qui sont chiites. Enfin, c'est pas les mêmes c'est pas le même schisme qu'en Iran, qui est duodécimain. On croit à 12 imams, mais c'est septimain, c'est 7 imams. Mais c'est quand même des chiites aidés par l'Iran. Et la France est le premier pays à avoir aidé, à avoir s'être montré solidaire à l'égard des Émirats lorsqu'ils ont été attaqués. Maintenant, le problème a l'air d'être réglé au Yémen, et il y a la paix en tout cas le cessez-le-feu. Mais les Émiratis ont été très sensibles à ça, alors que les Américains étaient beaucoup plus prudents, ne s'étaient pas prononcés. Et donc nous avons un partenariat important et qu'il faut, à mon avis, poursuivre. Donc, voilà comment je conçois cette politique étrangère. Je vous ai dit les pistes où on pouvait apporter, rechercher le plus de valeur ajoutée, parce que nous sommes une puissance moyenne, on ne peut pas, évidemment, c'est pas nous qui allons régler la paix en Indo-Pacifique, ça nous dépasse. Ça sera un deal direct. J'espère qu'il y en aura un, on verra. Il y aura peut-être la guerre. Ça sera un deal direct entre les Chinois et les Américains. Mais nous pouvons jouer un jeu important, un rôle important, je vous l'ai dit, à l'égard de la Russie, à l'égard de l'Afrique, à l'égard des pays musulmans, parce que nous les connaissons, nous avons une valeur ajoutée. Et puis, enfin, cette politique étrangère, alors ça passera évidemment par les instances multilatérales, en Europe ou à l'ONU, défendre évidemment nos intérêts, mais cela va de soi. J'ai, je crois, respecté l'horaire. Non, il reste 4 minutes pour une question, s'il y a une question. Oui, madame. Bonjour. Concernant l'accord de la GATT, donc d'après ce que vous avez expliqué, donc ça pénalisait un peu notre pays parce que ça fait rentrer beaucoup des produits de Chine qui est en concurrence avec les produits européens. Mais d'autre part, cet accord de GATT a permis quand même plus d'exportation de nos produits vers l'étranger, parce que ça diminue beaucoup les frais de douane dans d'autres pays qui n'étaient pas capables d'importer de la France. Ces accords de GATT, qui s'appellent l'OMC aujourd'hui, effectivement, ont prêché dans les pays riches le libre-échange. Et ensuite, on a accepté la Chine dans l'OMC, dans les accords de GATT. Et je dirais que la Chine n'a pas vraiment respecté l'esprit de ce libre-échange. C'est-à-dire qu'elle a effectivement inondé, grâce à des taux de douane extrêmement faibles, les marchés européens, mais ça n'a pas été le cas. Si vous allez en Chine, si vous promenez en Chine, il y a quelques produits européens, mais il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez. L'inverse est patent. En revanche, là où nous sommes forts, nous Européens, c'est dans les services, l'assurance, les banques, etc. Eh bien, si vous êtes allez demander à des assureurs ou à des banquiers si c'est facile de s'installer en Chine, est-ce que c'est aussi facile de s'installer en Chine que à des boîtes chinoises d'aller vendre leurs produits manufacturés? C'est faux. Et donc, c'est là que les Chinois n'ont pas respecté l'esprit de l'OMC ou du GATT. Et d'ailleurs, les Américains leur en veulent beaucoup également.
Et là, les Américains ont pris une décision avec l'IRA, mais extrêmement claire, extrêmement assumée, si vous voulez, de dire non, maintenant, puisque en fait, on considère que Trump avait été élu, les démocrates ont fait l'analyse que Trump avait été élu sur la frustration des ouvriers américains par rapport à la désindustrialisation, à la délocalisation. L'Amérique, le Congrès, a pris une loi, l'IRA, qui clairement, si vous voulez, on ne subventionne que les sociétés américaines. Voilà, c'est clair. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de sociétés françaises en ce moment qui songent à faire des subsides vers des succursales ou des filiales entièrement américaines pour pouvoir bénéficier de cette IRA. Mais nous n'avons pas encore, si vous voulez, la solution pour la France, maintenant, aujourd'hui, ça va être de remonter ces droits de douane et avoir peut-être une taxe carbone à l'entrée, différentes taxes à l'entrée, évidemment. Il ne faut pas être naïf, mais garder quand même ce libre-échange, c'est-à-dire cet idéal du GATT, ce libre-échange qui existe en Europe, c'est le marché unique. Alors, on peut continuer, alors, voilà, alors que j'ai dépassé 11 heures, mais il y a des questions, donc on a le droit de les continuer. On continue. Merci. Juste une question. Vous semblez oublier, après ce qu'on appelle la fin de la France-Afrique, le jeu des influences étrangères, plus ou moins officieuses. Vous avez parlé au Niger, donc il y a quand même une présence, je dirais, des Russes, et en même temps de la présence des Chinois. Il ne faudrait peut-être pas non plus oublier une certaine action des Américains aussi. Donc, quelle peut être finalement la place de la France, puisque vous semblez, comment dirais-je, valider un certain retrait? Est-ce que ce n'est pas laisser la place à toutes ces autres puissances étrangères? Alors, je pense que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas les moyens, n'est-ce pas? Nous avons eu une présence militaire importante. Au Sahel, c'était dans le G5 Sahel. Le gaullisme, ça constitue, c'est, comme disait le général, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Alors, les réalités, c'est quoi? Nous avons une intervention militaire importante sur base de 2013 à 2023. Bien. Est-ce que nous avons réussi? Est-ce que le djihadisme a reculé au Sahel ou est-ce que, au contraire, il a avancé? La réponse, malheureuse, mais qui doit se constater, c'est que le djihadisme a avancé. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué les Africains, notamment du Mali ou du Burkina Faso, n'ont pas pu comprendre ça. Au départ, il y a une frustration par rapport à la présence française, parce qu'ils voient que les Français sont là, ils sont dans leurs casernes, etc., et que de plus en plus de villages sont attaqués, brûlés, etc. Après la frustration, il y a la méfiance. Peut-être que les Français sont amis des djihadistes, qui est bien sûr faux. Et après la méfiance, il y a le rejet. Eh bien non, nous n'avons pas les moyens, ni moraux, ni militaires, ni diplomatiques, de ramener la paix française en Afrique. Elle a existé, cette paix française. J'ai rencontré des gens qui ont pris leurs 2 chevaux en 1952 de Bangui, qui sont revenus jusqu'à Paris en 2 chevaux, de postes français. Enfin, aujourd'hui, c'est impossible, il y a peut-être 15 guerres à traverser. La paix française a existé. Nous n'avons pas les moyens, ni même politiques, ni la volonté, de rétablir la paix française. Alors, les influences étrangères. Alors, effectivement, les Maliens, pour le putsch, enfin les putschistes maliens, mais pour se protéger eux-mêmes, etc., ont appelé les Russes. Les Russes ont été absolument incapables d'améliorer la situation et l'Empire. Et s'ils veulent rester là, je leur souhaite bonne chance. Les Américains ont été plus pragmatiques.
ils ont dit, ah tiens, on ne va pas donner le son. Et c'est extraordinaire. C'est Victoria Nuland, c'est la grande prêtresse du néoconservatisme américain, qui est le numéro 3 du département de l'État, qui est venue à Niamey, alors que les Français, là, et qui en fait s'est entendue avec le général qu'ils avaient formé, qui fait partie de la junte au pouvoir, je crois qu'il est maintenant ministre de la Défense, parce que eux, ils disent, on veut juste garder nos bases de lutte contre les djihadistes, le reste, on ne fait pas de la politique intérieure au Niger. Mais je pense que, si vous voulez, l'Afrique va connaître d'énormes problèmes, tribaux, démographiques, etc. Intervenir militairement, essayer de ramener la paix française au Niger, par exemple, comme les Américains ont essayé de mettre la paix américaine en Irak, c'est l'échec assuré. Il faut, les Américains ont même pas, les Américains, ils ont dépensé énormément en Afghanistan. Hein, ils n'ont pas réussi. C'est pas nous qui allons réussir. Oui, je suis défavorable aux interventions françaises en terre d'islam. Elles ont toutes échoué. Libye, enfin l'Irak, on n'était pas là, mais les autres, nos amis américains, anglais, Syrie, etc. Et sûrement pas dans ce très grand pays musulman qu'est le Niger. Voilà, je vous remercie, parce que je vous donne la parole. Merci encore une fois à Renaud Girard, que je vous demande vraiment d'applaudir. Je crois que c'était